Donc, bienvenue à toutes et à tous. Quelles sont les blessures de l'âme? Eh bien, en fait, on va voir ensemble, puisqu'il y a une littérature qui parle de ce sujet-là, c'est-à-dire, souvent c'est véhiculé par Lise Bourbeau, sachant que c'est pas elle qui a inventé ça, hein, elle a été inspirée. Et avant de vous parler de ce qu'on appelle les blessures de l'âme, et Lise Bourbeau, elle parle plus en particulier des 5 blessures de l'âme, donc qui sont l'abandon, l'injustice, le rejet, l'humiliation, la trahison. Eh bien, en fait, on va voir ce soir qu'il n'y a pas que 5 blessures, en fait, qu'il y en a beaucoup plus que ça. Mais c'est vrai que ces 5 stress inconscients engrammés en nous, eh bien, peuvent avoir pas mal de conséquences sur nos vies. Mais avant, je voulais vous parler d'un monsieur, d'un Français, qui s'appelle Henri Laborie, hein, qui a écrit tout un tas d'ouvrages sur des tests sur la sociologie, la psychologie humaine. Et il est parti avec des expériences faites avec des animaux. Et en fait, je voulais vous commencer à introduire en fait ce live sur une expérience qui a été réalisée avec des souris et qui peut nous permettre de comprendre pourquoi est-ce que dans certains événements on peut être stressé, voire agressif. Et en fait, eh bien, on va voir que justement, je commence par l'antithèse, ce n'est absolument pas dû à des blessures inconscientes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout forcément reporter sur oui, tu as dû vivre ça quand tu étais enfant, il a dû se passer ça dans ta vie, c'est pour ça qu'aujourd'hui tu réagis comme ça et que tu es excessive ou excessif dans tes réactions, et tu es facilement en réaction. Il ne faut pas tout raccorder aux blessures justement de l'âme, aux blessures inconscientes. Tout à chacun peut très bien vivre à un instant T, pour ne pas dire actuellement, un surstress, une contrariété. Et c'est parce que la personne vit dans l'instant présent, dans sa vie de tous les jours, un surstress, une contrariété, des tensions, qu'elle va être en réaction, qu'elle va être excessive en fait dans ses réactions. Et donc l'expérience qu'a tenté Henri Laborie, c'est qu'il a mis une souris dans une petite cage. Et en fait la souris, il y avait 2 endroits dans sa cage. Et vous retrouvez en fait cette vidéo sur YouTube, vous tapez Henri Laborie, expérience rat, voilà, quelque chose comme ça, comportement, stress ou colère des rats. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la souris, par moment, eh bien en fait, il envoyait le sol de la cage était divisé en deux, c'est-à-dire qu'il y a un sol de la cage qui est neutre, normal, et il y a un autre sol de la cage en fait par lequel on peut envoyer des petites décharges électriques. Et donc la souris, en fait, à un moment, elle était sur le sol de la cage sur lequel on pouvait envoyer des décharges électriques. La souris se fait électrocuter, donc elle allait directement dans la partie où il n'y avait pas les décharges électriques. Voilà, donc elle vit un stress, une insécurité, hop, elle peut fuir et sortir de ce stress. Et ça s'appelle l'éloge de la fuite, hein, comme le livre que je viens de vous montrer là. Hop, qui est là. Et ce qui se passe, c'est qu'après, en fait, eh bien non, c'était tout le sol qui pouvait être électrisé. Donc, il refait l'expérience où il va en effet électriser tout le sol et la souris, le petit rat en fait, il n'a pas d'autre choix, il ne peut pas fuir et donc il subit ce surstress, cette tension qu'il vit à l'instant T. Vous voyez, le rat n'a pas eu de conditionnement avant, il vit un stress mais il ne peut pas s'échapper. Et en fait ce qu'il fait, c'est qu'il va mettre 2 rats ensemble. Et les rats vont subir tous les deux du coup cette décharge électrique, ils vont être hyper stressé, et ce qu'il va observer, c'est que les rats vont accumuler du stress, et il y a un moment, pour décharger ce stress, cette anxiété, ils vont devenir agressifs et se battre. Et c'est ça qui est vachement intéressant dans cette expérience, c'est que si on la reporte sur les humains, vous, moi, nous, on est tous concernés, c'est-à-dire que, imaginons demain, vous vivez un stress, une tension, quelque chose qui vient vraiment vous contrarier, mais vous ne pouvez pas fuir. Vous êtes obligé d'être en présence de ce stress et vous ne pouvez pas y échapper. Donc ça peut être dans votre famille, au travail, dans un club de sport, bref, un endroit réel, virtuel, symbolique ou imaginaire. C'est-à-dire que si c'est une entreprise, oui, vous êtes dans l'entreprise, mais imaginons que vous soyez commercial et que vous vivez du stress en permanence, et si vous n'avez pas d'échappatoire au stress, puisque c'est récurrent, c'est tous les jours que soit les collègues, soit votre chef, soit les clients vous mettent en stress, eh bien en fait, vous ne pouvez pas y échapper. Eh bien en fait, vous risquez de devenir agressif
envers les autres personnes alors qu'elles ne vous ont rien fait. Ça ne sera pas dû à une blessure liée à l'enfance, ça sera certainement dû en fait au fait que, eh bien, vous ne pouvez pas échapper au stress. Vous voyez, c'est vachement intéressant parce que moi je sais que j'ai des personnes qui viennent me consulter, tout simplement parce qu'en effet en ce moment elles vivent une période d'anxiété où elles se sentent beaucoup plus agressives et c'est leur entourage qui leur renvoie ça. Et en fait, on va absolument pas du tout désamorcer une blessure liée à l'enfance. Non, non, c'est pas ça qu'on va faire. Si on va vraiment mettre des mots, faire des prises de conscience et voir qu'est-ce qui va pas dans un domaine de sa vie et déprogrammer ça. Quitte à ce que la personne, peut-être elle change de métier, il y a une séparation, ou bien qu'elle se décide en effet, mon frère, ma sœur ou mes parents ou un de mes parents en fait sont plutôt des personnes anxiogènes. Je ne peux pas là, parce qu'il y a une raison géographique ou autre qui fait que je ne peux pas m'en séparer, mais en effet je vais prendre la décision de prendre du recul, de me mettre en retrait pour me préserver moi et aussi préserver mon entourage qui peut subir mon agressivité. Voilà, je voulais introduire la soirée passée, c'est-à-dire que quelque part c'est l'antithèse de ce que je vais développer à partir de maintenant. Alors, dans ces 5 blessures qui sont répertoriées, dont on parle le plus souvent, je les redonne, l'abandon, l'injustice, le rejet, la trahison, l'humiliation, toutes ces blessures inconscientes vont avoir un point en commun, c'est-à-dire qu'elles vont toutes faire référence à la valeur que se donne la personne. Donc en fait, si le point commun, le plus petit dénominateur commun de ces blessures, c'est la valeur que se donne la personne, eh bien très souvent, une personne qui se sera sentie dévalorisée ou qui se sera dévalorisée soi-même, soit c'est dû à une de ces 5 blessures, soit le sentiment de peu de valeur qu'on va s'octroyer, eh bien, va créer un terreau fertile justement aux différentes blessures. Et c'est ça qu'on va voir ce soir. Une personne en fait qui ne se donne pas suffisamment de valeur en fait, eh bien, risque d'avoir de la culpabilité envers soi-même, c'est-à-dire je ne mérite pas. Alors, je vais vous donner un exemple. Une personne qui vient me consulter parce que quand on parle de blessure, évidemment, c'est-à-dire que c'est un sentiment que la personne aura eu quand elle était enfant, généralement, mais ça peut être un sentiment, si vous voulez, par rapport à une situation que l'enfant aura vécue, et donc l'enfant n'aura pas pu bien gérer cette situation stressante, opprimante, de dévalorisation, de contrariété. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas suffisamment mature au niveau du cerveau pour gérer ses émotions qu'il va vivre intensément, qu'il va vivre de manière trop forte. C'est-à-dire que malheureusement ou heureusement, on est fait comme ça. La maturité de son cerveau, en fait, de son cortex préfrontal n'est pas suffisamment avancée, évoluée, pour lui permettre de gérer des contrariétés dans la vie quotidienne. Et c'est pour ça que des fois vous avez un enfant qui va perdre son doudou, eh bien en fait vous n'arriverez pas à le raisonner, puisque pour lui, son doudou, c'est comme s'il avait tout perdu dans sa vie, c'était la chose qui lui était le plus chère possible, la chose qu'il aimait le plus, la chose dont il avait le plus besoin, et en fait ce doudou, eh bien, pour lui, il est inconsolable. Alors après, évidemment, il y a tout un tas de techniques pour permettre à l'enfant de s'apaiser, de se calmer, puisque du coup, on va le refaire se reconnecter à de l'amour, à de la sécurité, à de la compassion, à de l'empathie. Ça, c'est l'adulte qui va émettre ça et qui va pouvoir amener l'enfant justement à pouvoir se calmer. Notamment, il y a d'autres techniques, c'est-à-dire c'est de caler sa respiration sur la respiration de l'enfant. Voilà. Bonsoir Nathalie, je crois, c'est ça. Bonsoir Nathalie. Nat, on va dire. Donc, un petit exemple en fait d'une personne qui avait la blessure d'abandon, avec toutes les conséquences que ça va avoir, c'est-à-dire que cette blessure d'abandon, elle ne s'est pas faite au moment où la personne avait entre, on va dire, 1 an et 5 ans, 1 an et 9 ans. Cette blessure d'abandon, elle l'a vécue en fait dans le ventre de maman. Alors je vous explique pourquoi. Imaginez que vous avez 2 bébés en fait qui sont dans le ventre de maman. C'est-à-dire que vous avez des jumeaux. Mais en fait, un des jumeaux, on va dire que c'est son choix d'âme, eh bien, décide de quitter la vie et de partir là où il veut aller. Mais en fait, du coup, il ne restera qu'un seul enfant dans le ventre de maman. Et bien, ce qui se passe là, c'est l'histoire du jumeau perdu. Alors, j'ai tout un tas de vidéos sur le jumeau perdu sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller taper ça dans la barre de recherche et vous retrouvez ça. Mais donc, en fait, cette personne, cet enfant qui reste dans le ventre de maman, eh bien, généralement,
à une relation fusionnelle avec l'autre enfant qui était là. C'est-à-dire que s'ils arrivent là dans le ventre de maman, c'est pas par hasard, mais c'est surtout qu'en arrivant là dans le ventre de maman, en fait, très souvent, il y a une relation fusionnelle. C'est vraiment une relation où il y a beaucoup d'amour qui s'exprime entre les deux, et ça, les enfants le ressentent. En fait, ils vont le ressentir de manière plutôt inconsciente, puisque c'est dès le départ, hein, et sachant que on appelle ça un jumeau perdu. Le jumeau perdu peut très bien avoir vécu 1 minute, 1 heure, 1 journée, 1 semaine, 1 mois, et il est parti. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin que cet enfant en fait, soit arrivé à une certaine maturité, même une certaine maturité émotionnelle en fait, pour que les deux s'influencent. Non, ces deux enfants, lorsqu'ils se sont séparés, parce qu'il y en a un qui est parti, eh bien en fait, la relation fusionnelle était déjà là. Mais donc imaginez que cet enfant qui s'en va laisse du coup l'autre comme s'il était à nu et tout seul dans le ventre de maman. C'est comme s'il avait perdu quelque part sa moitié auquel ou à laquelle il était très attaché, et il peut très bien se sentir abandonné à ce moment-là. Et ce sentiment d'abandon, eh bien, ça va générer comme si dans son cerveau, c'était un fait et c'était là en permanence. C'est-à-dire que pour lui, je me suis senti abandonné. Alors, le sentiment d'abandon, chez l'enfant qui va être créé, qu'est-ce que ça va générer chez lui? Eh bien, ça va générer un sentiment en fait de vide, comme si il avait pu aimer quelqu'un, il se sentait aimé par l'autre, il avait pu donner de l'amour à quelqu'un, à un autre enfant, mais en fait, du coup, ça le remplissait, cet amour le remplissait, lui faisait du bien, et puisque l'autre est perdu, eh bien en fait, il y a le vide affectif qui se crée à ce moment-là. Et c'est important de comprendre ça parce que, en effet, cette blessure d'abandon va générer un vide chez la personne, et cette personne va chercher en permanence à remplir ce vide. Et il y a différentes façons de faire en fait pour remplir le vide. De manière inconsciente, c'est-à-dire que la personne ne s'en rend pas compte, l'adulte ne s'en rend pas compte, elle n'a pas conscience qu'elle a un fonctionnement, eh bien en fait qui n'est pas normal en soi dans notre société, puisque ça risque de décréer des dépendances affectives. C'est-à-dire que c'est une personne qui, quelque part, peut chercher chez l'autre et va imposer à l'autre, va obliger l'autre, va responsabiliser l'autre inconsciemment. De fait, tu dois remplir mon vide. Et vous avez beaucoup de personnes qui ont des dépendances affectives et qui est due à ce vide intérieur qu'elles vont avoir, ce vide affectif. Et ce vide affectif, en fait, eh bien, va créer chez l'autre cette dépendance, mais c'est surtout que, quelque part, à l'âge adulte, et même chez les enfants, c'est l'autre m'apprécie, l'autre me donne de la valeur de par sa présence, parce qu'on n'est pas obligé d'aimer l'autre, en fait, de par sa présence, de par le fait qu'il soit là. Je deviens dépendant de sa présence, du fait que cette personne fasse partie de mon entourage proche, et en fait, je n'aurai qu'une peur, c'est que si jamais cette personne sort de mon cercle proche, et bien du coup, ça va recréer le vide. Et en fait, l'inconscient n'a qu'une seule peur, c'est de se connecter à ce vide intérieur. Donc ce sont des personnes qui peuvent très bien côtoyer d'autres personnes qui ne leur conviennent pas du tout. J'ai un exemple comme ça. Vous avez des gens qui sont chefs d'entreprise ou qui sont chefs de service. Ils savent que certains de leurs salariés, que certains de leurs clients, certains des personnes qu'ils côtoient à titre professionnel leur font des coups dans le dos, leur font des petits dans le dos, ne sont pas réglo, les payent mal. Bref, ils devraient s'en débarrasser, je dirais à titre professionnel, des clients, admettons, qui ne sont pas réglo, qui ne payent pas. Mais la personne, parce qu'elle a cette blessure d'abandon, ne va jamais réussir à poser le cadre, à se faire respecter et à pouvoir dire au client, non, c'est fini, je ne m'occuperai plus de tes affaires, reprends tout ça et moi je vais aller avec des personnes qui me respectent. Les mots que je vous dis en fait sont hyper importants parce que je viens de vous dire le mot respect, je viens de vous dire le mot poser le cadre. Et du coup ça vient aussi insinuer le mot de savoir dire non. Eh bien si vous faites partie de ces personnes qui ont du mal à dire non, qui acquiescent quasiment tout le temps et qui n'arrivent jamais à s'affirmer, l'affirmation de soi, qui en effet n'arrivent pas à poser le cadre, à poser des limites, que ce soit dans leur entourage proche et même à leurs enfants, qui ont des difficultés, si vous voulez, eh bien tout simplement à pouvoir se séparer des autres, eh bien c'est que certainement vous avez cette blessure d'abandon qui date de votre enfance
Et en fait, eh bien, avec les constellations familiales et systémiques, c'est mon outil à moi, donc je ne vais pas vous parler des autres, mais je sais que celui-là fonctionne très bien, eh bien on peut, si vous voulez, vous libérer de cette blessure inconsciente d'abandon, première chose, tout simplement parce qu'on va libérer de votre inconscient ce sentiment de vide affectif. On va remplacer le vide par du plein, et une fois que la personne n'a plus cette sensation de vide affectif, comme quoi eh bien, elle doit chercher de manière éperdue à remplir et à se sentir valorisée, eh bien du coup la personne a un comportement où elle peut poser les cadres, savoir dire non, se faire respecter et s'affirmer. Et c'est hyper important dans notre société, que ce soit à titre professionnel, personnel, dans notre famille, etc. Elles ne se font plus marcher sur les pieds. Et ça se fait aussi, eh bien, en fait, quand vous avez deux personnes qui sont en couple, et que vous en avez une qui, je dirais, va dire, bah oui, mais moi, vous avez des personnes qui se posent souvent, des fois, en positionnement de victime. C'est-à-dire, bah oui, il ou elle me fait ci, il ou elle me fait ça, ne me respecte pas. Ah oui, mais c'est que quelque part, le conjoint ou la conjointe sent de manière inconsciente qu'il y a une faille, que la personne, eh bien, en fait, elle ne va jamais s'opposer, elle ne va jamais, parce qu'elle est en capacité de faire ça, elle ne va jamais, quelque part, s'affirmer pour dire, bah non, stop, je ne veux pas suivre tes délires, je ne veux pas faire ceci, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous voyez, ça rejoint l'affirmation de soi. Mais c'est pour ça que vous avez beaucoup de personnes qui, lorsqu'elles commencent à faire un travail sur elles, pour leur évolution personnelle, parce qu'elles sentent que, quelque part, elles seraient plus heureuses si elles arrivaient un peu plus à s'affirmer, par exemple, et à se faire respecter. Et bien généralement, si elles sont en couple, si le conjoint ne fait pas, ou la conjointe ne fait pas un travail sur lui ou sur elle, le couple, malheureusement ou heureusement, ne va peut-être pas durer. Tout simplement parce que la personne se reconnecte à sa vraie nature, et la vraie nature que nous avons toutes et tous, eh bien ce n'est pas de porter des blessures, de porter des fardeaux. Non, non, c'est pas ça. Vivre sur sa vraie nature, c'est pouvoir exprimer sa liberté et être en paix avec son environnement. Mais donc les blessures nous empêchent d'être en paix avec notre environnement. Et évidemment, avant tout avec nous-mêmes. Alors, là, je vous parlais de la blessure d'abandon qui peut très bien se programmer dans le ventre de maman à cause justement de ce jumeau qui est perdu. Tout le monde n'a pas de jumeau perdu, évidemment. Mais ça pourrait très bien se faire aussi en dehors du ventre de maman, mais si je parle toujours quand bébé est dans le ventre de maman, imaginons qu'il y ait une séparation au moment où maman est enceinte de bébé, ou c'est une séparation, soit maman va se séparer du mari ou du conjoint, soit maman va par exemple perdre un ou une amie proche, qu'il va y avoir un conflit dans la famille par exemple, eh bien maman va se sentir, peut très bien se sentir exclue, peut très bien se sentir rejetée, peut très bien se sentir abandonnée. Et en fonction de la sensibilité de bébé, et les bébés, je peux vous dire qu'ils sont hyper sensibles à ce que peuvent vivre les parents, eh bien c'est pareil, une blessure d'abandon peut très bien se conditionner, se créer chez bébé qui est dans le ventre de maman, uniquement parce que le parent aura vécu lui-même sa blessure. Et c'est pas parce que maman aura vécu une blessure d'abandon que le bébé aura sa blessure d'abandon. Première chose, maman peut très bien vivre un surstress et bébé n'est pas impacté. Mais par contre, c'est pas parce que maman va vivre, par exemple, une blessure de rejet ou d'exclusion qu'elle aura du mal à gérer que bébé va ressentir une blessure de rejet ou d'exclusion. Si maman ressent une blessure de rejet, en fonction de la sensibilité de bébé, son inconscient, eh bien en fait, va s'adapter à ce qu'a ressenti maman et ça peut très bien se transformer en blessure d'abandon. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les blessures peuvent être conséquentes à ce que bébé va vivre directement lui, mais aussi à ce que va vivre son entourage proche, puisque bébé, en fait, ressent tout ce que ressentent les gens proches dans son entourage. Et après, en fonction de sa sensibilité, eh bien, en effet, les bébés inconsciemment étant programmés pour sauver les parents, ils vont quelque part se vouer corps et âme pour sauver les parents, eh bien en fait, ils vont avoir cette capacité à faire éponge avec une partie des émotions des parents. Mais ça dépend de leur sensibilité. Alors, je vous le dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser là sur le chat. Et puis, comme la vidéo elle sera en replay sur YouTube, c'est pareil. Sur YouTube, normalement, quand j'ai du temps, je fais un petit tour des questions qui me sont posées sur YouTube et j'y réponds. Et du coup, ça permet aussi le référencement. Donc là, c'est pareil. Si cette vidéo vous plaît, si vous dites oui c'est intéressant, eh bien n'hésitez pas à faire un petit like, à poster un commentaire et le top du top c'est à partager, comme ça peut profiter à un maximum de personnes.
Ça, c'est la blessure d'abandon. Et donc la blessure d'abandon, là où ça va encore plus loin, c'est que au-delà de la dépendance que ça va générer chez les autres, eh bien ça peut être très bien des personnes qui sont en couple et qui en fait vont chercher en permanence à retrouver la fusion qu'ils avaient avec leurs jumeaux. Mais sauf qu'ils la retrouveront pas, c'est pas possible, le jumeau est perdu. Et on était vraiment avec un bébé, des bébés, je dirais qu'il y avait vraiment une fusion entre les deux bébés dans le ventre de maman, les deux jumeaux. Et donc, c'est pas possible, si vous voulez, qu'ils retrouvent. Du coup, j'ai Nat, eh bien bonsoir. En fait, l'adulte peut rechercher dans son couple, ou dans les couples, parce que généralement ce sont des couples qui ne durent pas malheureusement, eh bien en fait, elle se met en couple avec quelqu'un, mais c'est pour retrouver cette fusion qu'il est impossible de retrouver. Donc ça crée une instabilité affective chez ces personnes. Donc vous voyez, la blessure d'abandon peut avoir tout un tas de conséquences, et lorsque c'est vécu enfant, eh bien, un enfant peut très bien se sentir abandonné lorsqu'il va aller chez une nourrice et maman ou papa s'en va et l'enfant, mais ne sent pas l'affectif de la nourrice comme celui d'un parent et donc en fait, bébé peut très bien se sentir abandonné là. Mais vous avez tout un tas de scénarios possibles et je ne vais pas m'amuser à en citer une centaine puisque ça ne servira à rien, c'est propre à chaque personne. Ce qui est le plus important, c'est que vous puissiez vous observer dans vos comportements avec les autres, et de vous dire, oui, tiens, j'ai peut-être la blessure d'abandon, la blessure d'injustice, de rejet, d'humiliation, de trahison, ou d'autres. Je vais en aborder d'autres à la fin du live. Donc, c'est intéressant de pouvoir s'auto-analyser, de pouvoir se dire, oui, en effet, il y a des moments où je ne me sens pas épanoui, où je ne me sens pas heureux ou heureuse, où je sens que ça vient bien me contrarier, que ça me met en stress. Eh bien là, essayez, par le biais d'une introspection, de vous dire, ok, qu'est-ce que ça vient chercher en moi ? Dans quel endroit de mon corps est-ce que ça s'exprime? Est-ce que je ressens que c'est ma gorge qui est nouée, que c'est mon ventre qui se vrille, que c'est là au niveau de la poitrine, de mon cœur, que je sens que c'est serré, que ça appuie dessus? Et là, vous pouvez vous dire qu'en effet, il y a quelque chose d'inconscient qui est engrammé dans vos cellules, dans votre corps, et qui serait peut-être intéressant d'aller dénouer pour que vous retrouviez votre liberté, que vous vous sentiez en fait beaucoup plus léger, beaucoup plus légère, et que vous puissiez avancer dans la vie comme ça, sans ces programmes complètement inconscients. Alors vous avez une autre blessure dont je vais vous parler, c'est ce qu'on appelle la blessure d'injustice. Et là en fait ça crée des personnes qui peuvent se mettre en colère assez facilement parce que les personnes vont percevoir de l'injustice très facilement. Elles sont très sensibles à la notion d'injustice, que l'injustice soit pour elles ou que l'injustice soit vis-à-vis des autres. Et donc en fait l'injustice, ça crée de la colère parce que la colère, par quoi est-ce qu'elle est générée d'une manière générale ? La colère, c'est que je me sens contrarié, soit parce que je ne me sens pas respecté, soit parce que je ressens de l'injustice, soit parce qu'il faut que je me défende. Et en fait, si je me mets en colère, là, je vais pouvoir casser la figure à celui ou celle qui m'agresse. Vous voyez, alors, je n'encourage personne à devenir violent, mais ça va être un réflexe, ça va être un comportement que l'on peut avoir, qui va être non contrôlable et qui n'est pas réfléchi, évidemment. Vous pouvez avoir aussi de la colère tout simplement parce que vous avez un sentiment d'impuissance. Et là c'est intéressant parce que je ne sais pas s'il y a des hommes qui regarderont cette vidéo, mais chez les femmes aussi, ça arrive aussi. Ce sentiment d'impuissance, c'est tout simplement, imaginons, vous essayez de visser quelque chose, vous essayez d'emboîter des objets, et puis vous essayez, et vous n'y arrivez pas. Et donc ça vous énerve, ça vous contrarie, et c'est là où vous vous mettez en colère. Et puis il y a certaines personnes qui envoient tout valser, tout valdinguer, à cause de ce sentiment d'impuissance. Et bien très souvent, les personnes qui sont irritables à ce point-là, qui sont susceptibles à ce point-là, il suffit d'aller chercher dans leur enfance qu'est-ce qu'elles ont vécu à un instant T, où elles se sont senties impuissantes, où elles ont perçu de l'injustice. On va changer ces perceptions inconscientes liées à l'enfance, et ainsi la personne va pouvoir retrouver une paix à l'intérieur d'elle-même. D'accord ? Donc, j'ai une histoire d'une cliente qui est venue me consulter récemment. Et elle me dit, voilà, je suis désespéré parce que j'ai vécu plein de deuils récemment, ça m'a beaucoup atteint, j'ai eu une maladie grave aussi, j'ai dû surmonter les épreuves de la vie. Alors la personne a plus de 80 ans. Et on a déjà fait plusieurs séances ensemble, comme elle était contente, là du coup elle me consulte parce qu'elle avait vraiment le moral dans les chaussettes.
Et elle me dit, ben ouais, je sais pas, ça va pas bien du tout, et j'ai vraiment une douleur physique aussi, une douleur intercostale d'un côté, et ça m'empêche de me mouvoir, et vraiment, je suis en veille de tristesse, et ça va pas du tout. Alors je lui dis, ok, ben on va essayer de faire ce qu'il faut pour que tu puisses remonter la pente. Et donc en effet, j'ai bien capté sa tristesse au départ, donc ce qui n'a rien à voir avec de l'injustice, évidemment, c'était les deuils qu'elle n'avait pas fait. En fait, si vous voulez, c'est depuis le mois de juin, il y a à peu près 4 personnes de son entourage proche qui sont décédées, que ce soit des personnes plus âgées qu'elle, et une de ses nièces qui, elle, était beaucoup plus jeune qu'elle, évidemment. Et une nièce avec laquelle elle était très très proche. Et donc je lui dis, bah voilà, on va commencer par faire les deuils de ces différentes personnes décédées qui t'ont quitté. Donc évidemment, elle, ce qu'elle ressentait, bah, c'est que quelque part, elle a plus de 80 ans et sa nièce qui est décédée, qui est une des dernières personnes à être décédée, mais en fait, dans sa tête, elle s'est dit, bah oui, mais c'est pas juste. Pourquoi elle est partie avant moi, alors qu'elle avait toute la vie devant elle, et que bah moi, j'ai plus de 80 ans, mais j'ai encore des beaux moments à vivre sur Terre, mais c'est pas juste, vous voyez. Et cela a entraîné une colère contre la vie. C'est-à-dire que dans son esprit, la vie n'était pas juste. La vie n'était pas juste parce que elle m'a volé quelqu'un que j'appréciais, quelqu'un que j'aurais aimé pouvoir aimer encore quelques années, et en tout cas jusqu'à ce que je parte moi et que cette personne reste en vie. Vous voyez, ça peut aller très très loin l'injustice, parce que quand on ressent de l'injustice et donc de la colère envers la vie, bah, ça ronge la personne dans sa vie de tous les jours, puisque tant qu'elle n'arrive pas à sortir de ce scénario-là, elle n'arrive pas à voir la vie sous un autre angle, comme quoi la vie, ben, c'est une accumulation de choses négatives, et du coup elle ne va voir que le négatif dans sa vie et dans la vie des autres. Elle va devenir très sensible au fait qu'il y a des choses qui ne vont pas, et forcément le moral descend. Alors je lui dis, bah, on l'a libérée de ce deuil qu'elle n'avait pas encore fini avec sa nièce, mais je lui dis, je sens que l'injustice, la colère envers la vie, comme quoi la vie est injuste, ça ne date pas de tes 80 et quelques années. Ça s'est conditionné bien plus tôt dans ta vie. Et là, je lui dis, alors, la personne, elle ne le sait pas, et c'est le but des constellations familiales et systémiques, c'est d'aller chercher dans l'inconscient de la personne ce qu'elle a pu vivre à un instant T et la libérer de ça, ce qu'elle a pu vivre en contrariété. Je lui dis, vers 12-14 ans, en fait, il y a quelqu'un que tu aimais beaucoup, mais qui t'a quitté. Et cette personne, en fait, n'avait pas le choix. Je lui dis, bah, c'est comme si tu avais un ou une camarade de classe que tu aimais beaucoup, vous étiez très copines toutes les deux, ou très copains tous les deux. Et en fait, bah, sûrement que cette personne, cet enfant, hein, ce jeune-là, a dû déménager, a changé d'école. Et ce qui fait que toi, ça t'a vraiment blessé. C'est-à-dire que à ce moment-là, dans ton enfance, tu n'as pas compris ce qui s'était passé et pourquoi, du jour au lendemain, tu n'avais plus de nouvelles de ce ou cette camarade. Et la blessure d'injustice, ça s'est créé là. C'est-à-dire que lorsque tu as ressenti ça, eh ben, tu t'es retrouvé comme, là aussi, abandonné, mais c'est surtout une blessure d'injustice. C'est-à-dire que, bah, voilà, je tape des poings sur la table, c'est pas normal, on aurait dû me prévenir, pourquoi est-ce que c'est arrivé, et pourquoi est-ce que je me retrouve toute seule comme ça. Ça, c'est ce qui s'est passé quand elle était enfant. Donc elle a eu tout un tas de ressentis qui sont restés programmés dans son inconscient. Elle a fait sa vie, et comme par hasard, malheureusement, sa nièce est partie du jour au lendemain sans prévenir, elle aussi. Et donc forcément, ça fait remonter à la surface ce souvenir inconscient qui date, on va dire, de plus de 70 ans. Mais c'est ça, les blessures inconscientes, c'est qu'un jour ou l'autre, si vous êtes confronté à une certaine situation et que vous avez un comportement qui est démesuré, qui n'est pas du tout logique, et que vous n'arrivez pas à maîtriser, que vous ne comprenez pas, eh bien c'est normal. C'est parce que ce n'est pas l'événement à proprement parler qui vient vous influencer directement, c'est l'événement que vous vivez, donc là, le stress ou la contrariété, qui vient dire à votre inconscient, souviens-toi, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 70 ans, tu as vécu un truc qui ressemblait à ça, et là je le fais jaillir, mais alors puissance 10. C'est comme si c'était les contrariétés que vous aviez vécues enfant qui là refont surface et viennent quelque part exploser.
Et c'est pour ça que, du coup, les blessures inconscientes, ces blessures de l'âme, en fait, c'est hyper important d'en prendre conscience, mais de faire un travail dessus parce que vous êtes à la merci d'événements qui, pour certaines personnes, passeraient inaperçus ou elles vont très très bien les gérer, et vous n'allez pas du tout réussir à les gérer, et au contraire, ça peut vous entraîner de l'anxiété, du stress, etc. Donc ça, c'était par rapport à la blessure d'injustice, où la personne, en fait, colla contre la vie, et aussi, là, forcément, en quelques mois, il y avait eu plusieurs décès dans son entourage proche. Je vais vous parler maintenant de la blessure de rejet. Alors, je commence directement par un exemple. C'est un exemple personnel, on était un groupe d'amis, on s'était retrouvés pour aller faire de la rando, voilà, on était dans le même appartement. Et puis, on passait des bons moments, et puis il y a une des amies qui était là, qui à un moment, on sentait qu'elle était vexée, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, elle s'était renfermée. Et en fait, elle nous dit, ouais, mais j'en ai marre, j'ai l'impression que vous m'avez planqué mon chargeur de batterie d'appareil photo, je ne sais pas où il est, je n'arrive pas à le trouver, mais je suis sûr que c'est vous, là, qui avez fait exprès, qui me l'avez planqué. Et bien en fait, c'était sa blessure de rejet qui ressortissait. Pourquoi ? C'est comme si le fait qu'elle ne trouve pas son chargeur d'appareil photo, eh bien elle se sentait rejetée, comme mise à l'écart. C'est-à-dire, on ne veut pas de moi. Et c'est un scénario qu'elle s'est fait dans sa tête, parce que aucun des membres du groupe qui était là ne voulait la rejeter ou ne voulait plus d'elle dans le groupe. Parce qu'on s'entendait tous bien. Mais comme elle avait une blessure inconsciente liée à un sentiment de rejet qui devait dater de son enfance, son cerveau, je n'arrive pas à trouver mon chargeur d'appareil photo. Donc ça veut dire qu'on me l'a planqué, je dois déranger, ça c'est le scénario que se faisait son cerveau, son inconscient, je dois déranger et donc, voilà, je me sens être mise à l'écart, on ne veut pas de moi parce qu'on me contrarie avec ça. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Et son chargeur d'appareil photo, en fait, on l'a retrouvé, parce qu'on s'est tous mis à le chercher, on l'a retrouvé, c'est juste qu'il était tombé derrière un canapé. Vous voyez ? Personne ne l'avait caché. Mais c'est ça qui est révélateur d'une blessure. C'est-à-dire que votre cerveau, votre inconscient, va faire tout un pataquès d'un truc qui n'en vaut pas la peine. Dans certains cas. Autre exemple. Si j'ai un client qui vient me consulter, il me dit, voilà, je suis avec ma compagne, ça fait 3-4 mois qu'on est ensemble, ça fait 6 mois qu'on est ensemble, elle a un enfant. Et en fait, l'autre jour, j'ai pété un plomb. Il me dit, on était en train de manger tous les trois tranquillement, et en fait, il y a un moment où son fils a fait une réflexion, et il s'est exprimé de manière pas très sympathique, et je l'ai repris. Sauf que sa mère n'a pas été raccord avec moi, et quelque part, elle a atténué le fait que l'enfant, n'avait pas exprimé comme il s'est exprimé là. Et il me dit, mais je me suis senti désemparé, je me suis senti très vexé, il l'a vraiment ressenti dans son corps. Ça lui a coupé la gorge, c'est-à-dire qu'il ne savait plus où se mettre. Il s'est dit, mais je n'avais qu'une envie, c'était de fuir, de m'en aller. Et bien, dans ce scénario-là, c'est exactement la même chose que ce dont je vous parle d'habitude depuis tout à l'heure. Tout simplement, en fait, à ce moment-là, cet homme s'est senti rejeté. C'est-à-dire qu'il était légitime à reprendre l'enfant, à lui dire non, faut pas dire ça comme ça, ou ce que tu dis là, c'est pas bien. C'est l'adulte qui dit à l'enfant, ça fait partie de l'éducation, hein, c'est l'adulte qui dit à l'enfant ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, qui va lui donner des valeurs, qui va lui dire écoute, non, je suis pas d'accord avec toi, tu dis pas ça, etc., etc. Mais sauf que maman n'a pas soutenu l'adulte, elle a soutenu son enfant, sachant que, de toute évidence, elle aurait dû soutenir l'adulte et être d'accord avec lui. Et là, du coup, lui, il s'est senti rejeté. Et donc, on est allé chercher pourquoi est-ce que cette scène qui s'est passée devant lui, cette scène en intimité, en cercle réduit, est venue autant le choquer, tout simplement parce qu'il s'était senti rejeté à ce moment-là, alors que personne ne l'a rejeté, c'est juste que maman a préféré, caresser dans le sens du poil son enfant et ne pas admettre que quelque part son enfant avait eu un comportement ou un langage qui n'était pas respectueux. Et ça, après, c'est son problème en fait. Hein. C'est sa posture à maman qui n'est peut-être pas suffisamment
cadré, qui n'ose pas, qui a peut-être peur. Peut-être que maman, en fait, elle a peur de ne pas être aimée par son enfant, et en fait, elle n'ose pas poser le cadre avec son enfant, parce qu'elle se dit, si ça se trouve, si je suis trop sévère avec mon enfant, il ne va plus m'aimer. Et évidemment, du coup, pour maman, ce serait le drame énorme si son enfant ne l'aimait pas. Mais là, c'est pareil, ça vient chercher une de ses blessures à elle. Peur de ne pas être aimée, et par sa progéniture, etc. Et donc, je lui dis, du coup, on va aller chercher dans ton enfance, qu'est-ce qui fait que tu as pu te sentir comme ça, rejeté à ce point-là? Et donc, en fait, on est tombé sur une histoire banale qu'il peut y avoir entre des enfants, c'est-à-dire qu'il me dit, alors, c'est sorti en constellation, évidemment, mais lui, ça lui parlait, en fait, ce que j'ai trouvé. Je lui dis, écoute, c'est comme si tu étais avec un enfant et que tu ne trouvais pas juste certains de ses comportements et toi, tu t'es senti rejeté à ce moment-là. Eh bien, il me dit, oui, je m'en souviens, en fait, c'était mon cousin. Quand on était tout jeune enfant, alors, je ne sais plus, l'âge 7, 8 ans, 9 ans, un truc comme ça. Il me dit, à un moment, mon cousin m'a énervé, on était en train de jouer ensemble, il ne m'a pas respecté. Et donc, en fait, j'ai dû le pousser ou j'ai dû, peut-être je lui ai envoyé un truc et il s'est mis à chouiner, à pleurer. Alors qu'en fait, c'est juste qu'il m'avait énervé et presque je l'ai envoyé balader. Mais là, du coup, c'était son oncle qui les gardait. Ils étaient en vacances, en fait, chez le cousin, mais donc chez son oncle à lui. Et donc, du coup, son petit cousin est allé pleurnicher dans les bras de l'oncle, se plaindre et tout ça. Et c'est là où il s'est senti rejeté. C'est-à-dire qu'il était légitime, lui aussi, à ce moment-là. Vous voyez, ça rejoint la légitimité. Il était légitime à exprimer sa colère parce que son cousin l'embêtait et qu'il ne voulait pas jouer avec lui parce qu'il était trop petit ou parce que son cousin ne le respectait pas. Donc il était légitime, si vous voulez, à exprimer, à vouloir poser le cadre à sa façon, peut-être de manière, je dirais pas violente, c'est un peu fort, mais peut-être de manière un peu excessive. Et donc, il s'est senti légitime, mais il s'est senti rejeté après parce qu'en fait, il ne s'est pas senti reconnu dans son besoin qu'il avait à ce moment-là de poser le cadre. Et bien en fait, plusieurs années plus tard, peut-être 30 ans ou 40 ans plus tard, il y a une scène, non pas la même, mais avec des tonalités identiques, une scène qui s'est présentée devant lui. Son inconscient, lui, ni une ni deux, il a perçu ça. Il a fait machine arrière, machine à remonter le temps, et il s'est dit, ah ouais, mais là, je me suis pas senti respecté, et donc je me suis même senti rejeté, comme si c'était pas bien, que j'étais pas quelqu'un de bien, etc., etc. Et c'est pour ça qu'à l'âge adulte, il a eu un comportement disproportionné, un profond mal-être face à cette situation-là. Donc la blessure de rejet, ça peut s'exprimer comme ça, mais ça peut aussi s'exprimer d'une autre façon, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui ont cette blessure de rejet et qui vont absolument éviter de s'attacher aux autres. Je ne vais pas m'attacher aux autres, je ne vais pas créer du lien, tout simplement parce que, inconsciemment, j'ai souffert d'avoir été rejeté. C'est-à-dire que le rejet, c'est quoi? J'ai le sentiment d'appartenir à un groupe, d'appartenir à une famille, d'appartenir à un petit groupe de copains, c'est-à-dire que je suis intégré, mais à un moment ou à un autre, on m'a éjecté, on m'a rejeté de ce que j'avais créé là, et donc du coup, ça me met en insécurité, ça me met en inconfort, et c'est surtout, comme ce que je vous disais au début, ça vient chercher la valeur que la personne peut avoir pour elle. C'est-à-dire, si je me fais rejeter du groupe, ça veut dire que je n'ai pas assez de valeur à leurs yeux, et donc, quelque part, je ne vaux rien. Mais donc la personne, ça va entraîner énormément de dévalorisation chez elle et de culpabilité, et pour ne pas revivre un événement aussi choquant, la personne, va peut-être vivre de manière un peu plus recluse, va peut-être s'exclure de certains groupes. Vous avez aussi la blessure d'exclusion, et qu'on pourrait rajouter à ça. Et bien tout ça, ça fait partie des conditionnements qui peuvent empêcher une personne d'avoir une vie sociale épanouie. C'est-à-dire qu'elle se dise, oui, mais moi, je peux pas être salarié, ou si je suis salarié, il faut vraiment que je sois hyper indépendant. Une quête éperdue d'indépendance et de liberté, qui, poussée à l'extrême, en fait, force la personne à vraiment peut-être des fois être malheureuse parce que elle va vivre recluse et en dehors de la société, alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui pourrait être très sociable sans cette blessure de rejet. Vous voyez, mais elle ne veut pas revivre ça. Avant-dernière blessure, avant d'aborder les autres blessures, en fait, ça va être la blessure d'humiliation. Et très souvent, avec la blessure d'humiliation, on va avoir un sentiment de honte. Donc on pourrait très bien aussi parler de blessure de honte. Les deux vont très bien ensemble. Et en séance, ce qu'on retrouve souvent, c'est que cette blessure d'humiliation, soit
ça a été conditionné dans l'enfance de la personne à cause des frères et des sœurs, parce que la personne, en fait, c'était le petit frère ou la petite sœur, et le grand frère ou la grande sœur avait peur d'être remplacé par le plus jeune ou la plus jeune, et du coup, cette peur d'être remplacé, cette peur de ne plus exister, entraînait des méchancetés dans le sens où, eh bien, je vais presque humilier, agresser, rabaisser mon jeune frère ou ma jeune sœur, et ça va durer des années. Alors ça, j'ai plusieurs cas comme ça, où les personnes en fait ont vécu une enfance un peu dramatique. C'était pas à cause des parents, c'était pas à cause de la scolarité, c'était pas à cause des adultes, c'est parce qu'il y avait un ou des frères et sœurs qui étaient vraiment dans un mal-être profond, avaient un besoin d'exister, mais leur besoin d'exister, c'est « je vais te rabaisser toi pour exister ». Ça va être la condition pour moi de pouvoir exister ici et de me sentir reconnu. Et vous avez des personnes qui ont ce travers-là, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de rabaisser les autres, de culpabiliser les autres pour exister et pour se sentir reconnus. On appelle ça des pervers narcissiques ou perverses narcissiques. C'est pour ça qu'il n'y a pas plus d'hommes que de femmes qui sont pervers ou perverses narcissiques. Ce sont des personnes en fait qui ont une énorme blessure de reconnaissance et qui vont inconsciemment écraser les autres, les rabaisser, les humilier de manière à se sentir plus haut. Parce que pour eux, plus je rabaisse l'autre, plus je l'humilie, plus je le dévalorise, eh bien plus je me sens grandi. Vous voyez, je me grandis et vraiment j'écrase l'autre. Donc si vous avez des personnes dans votre entourage qui se sont senties profondément humiliées ou rabaissées et très peu reconnues dans leur enfance, ça ne sera pas forcément des personnes qui seront perverses narcissiques, c'est pas ce que je veux dire, mais une personne qui est perverse narcissique, c'est vraiment une personne qui va s'être sentie énormément rabaissée et qui aurait aimé être reconnue, et très souvent par l'adulte, et qui du coup s'est vengée sur ses frères et sœurs et qui leur a fait subir les mêmes choses. Mais du coup, elle a fait subir les mêmes choses aux frères et aux sœurs, aux petits frères, aux petites sœurs, mais après, à l'âge adulte, c'est je fais subir les mêmes choses à la personne avec qui je vis, à méditer. Et aujourd'hui, le problème, je développe un peu sur la notion de pervers narcissique, le problème c'est qu'aujourd'hui, c'est comme un phénomène de mode, c'est-à-dire que pour une certaine catégorie de personnes, eh bien en fait, forcément, l'autre a été ou est pervers narcissique. Mais c'est pas ça en fait. C'est une excuse facile que peuvent avoir certaines personnes et ça leur évite de se remettre en question, de se remettre en cause et d'analyser pourquoi est-ce que la relation ne s'est pas bien passée. Parce que quelqu'un qui est pervers narcissique, eh bien, va être tellement vicieuse, va être tellement perverse et narcissique que je peux vous dire qu'une personne qui subit ça, c'est quelqu'un qu'on ramasse à la petite cuillère, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui c'est une serpillière, on pourrait presque lui marcher dessus. C'est une image que je vous donne là, mais la personne, elle est vraiment ratatinée, et elle ne sait même plus qui elle est. La valeur d'elle-même, elle ne sait même pas que ça existe, et il y a vraiment toute une reconstruction psychologique à faire, comme une sorte de rééducation, pour que la personne retrouve son identité, tellement pendant des mois ou des années, eh bien, elle se sera fait matraquer de tout un tas de dévalorisation et de culpabilité. Voilà, c'était un petit aparté. Mais donc la blessure d'humiliation, moi je l'observe aussi beaucoup, c'est arrivé lors de l'éducation des enfants, c'est-à-dire qu'à l'école, vous pouviez avoir, peut-être que vous, ça vous est arrivé en fait, eh bien d'avoir un professeur, un instituteur, qui se sentait avoir les pleins pouvoirs parce qu'il était face à des enfants qui évidemment ont une fragilité, qui ont une incapacité à pouvoir se défendre. Et donc, l'adulte, l'enseignant, ayant lui-même ses propres blessures, il va projeter ses blessures sur les enfants et il va se mettre à les humilier, il va se mettre à en rabasser quelques-uns et généralement il va repérer un ou deux enfants plus fragiles, plus vulnérables et c'est sur eux qui va plutôt, où la foudre va s'abattre en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment sur eux qu'il va s'acharner. Mais du coup, les enfants, une fois qu'ils arrivent à l'âge adulte, ils vont se dire, ouais, je sais pas, souvent j'ai raté ma scolarité, de deux, je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou confiance en elle, mais ça vient chercher les dévalorisations que l'instituteur ou la maîtresse aura pu lui faire subir. Donc la blessure d'humiliation, c'est vraiment quelque chose, je dirais, pour faire simple, qui est vraiment, vraiment pourri parce que ça vient chercher dans les profondeurs de la valeur de la personne. Et en effet, quelqu'un qui ne se donne pas de valeur, qui ne ressent pas de valeur pour elle-même, soit va en donner trop aux autres, et donc va chercher chez les autres à ce que les autres lui donnent de la valeur,
Mais en tout cas, elle risque de donner beaucoup trop de pouvoir aux autres, à son entourage, pour se sentir valorisée elle-même. Ce sont des gens qui peuvent en faire de trop. Mais au-delà des personnes qui peuvent en faire de trop, ce sont aussi des personnes en fait qui peuvent, quelque part, ne pas exister et ne pas oser s'exprimer. Et là, on rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, j'ose pas dire non. Je dis oui, et je me laisse porter comme ça par les autres. Donc c'est important, du coup, s'il y en a parmi vous qui se reconnaissent dans ce fonctionnement-là, ce schéma-là, vous pouvez très bien vous sortir de ce fonctionnement-là et vraiment retrouver votre vraie nature, votre vraie essence en dehors, sans vivre avec ces blessures inconscientes qui vous polluent la vie, quoi. Dernière blessure, ça va être la blessure de trahison. La blessure de trahison, en fait, c'est pareil, tout à l'heure je vous parlais du jumeau perdu, un enfant dans le ventre de maman peut très bien avoir un sentiment de trahison parce que son jumeau est parti. C'est-à-dire que ça crée le vide en lui ou en elle, voilà, ça crée un vide en moi. Mais je pensais pouvoir aimer, je pensais pouvoir être aimé parce que c'est ce que l'enfant ressentait dans le ventre de maman. Et en fait, non, il est parti, du coup, je me sens trahi dans ma vie. La vie m'a trahi, je n'ai plus le droit d'aimer. À quoi ça sert d'aimer puisque on m'a coupé de mon rapport d'amour avec l'autre. Et donc la blessure de trahison, ça vient chercher la confiance en soi, mais la confiance en les autres. C'est-à-dire que la personne qui se sent trahie, et de manière inconsciente bien sûr, donc l'enfant qui vit cette blessure de trahison, ça vient vraiment chercher dans des profondeurs de conception de la vie. C'est-à-dire qui je suis, est-ce que je mérite ? Est-ce que c'est bien si je m'investis, si je passe du temps pour réaliser ceci, réaliser cela, vivre ceci, vivre cela avec des gens, parce que j'ai déjà vécu le fait que après m'être investi, après avoir tout donné, après m'être ouvert ou ouverte au niveau du cœur, tout ça s'est écroulé, tout ça s'est arrêté. Et la blessure de trahison, c'est aussi un rapport de la notion de rapport à la vie et rapport à la mort. Vous avez des enfants qui, très jeunes, en fait, vont vivre un deuil, un décès. Alors ça peut être un animal domestique, ça peut être quelqu'un de la famille. Et ce qu'on retrouve souvent, c'est les personnes, là c'est pas en rapport avec le jumeau perdu, c'est en rapport avec un enfant qui est décédé avant eux. Alors des fois il y en a un, des fois il y en a plusieurs. Mais donc en fait c'est soit maman a fait une fausse couche, soit maman a fait une IVG. Mais sauf que chez cet enfant qui est parti avant l'enfant qui va naître ensuite, en constellation familiale et systémique, souvent il y a un sentiment de trahison. C'est-à-dire que je voulais vivre, mais on m'a empêché de vivre. Alors, même si c'est une fausse couche, la perception de l'enfant à ce moment-là, c'est pas moi qui ai décidé de partir. Sa perception, c'est pas ça. Par contre, en constellation, on ira voir pour se connecter à ça. C'est ton âme qui a choisi de partir et non pas ni papa, ni maman, ni les grands frères, ni quelqu'un d'autre dans la famille. Il n'y a pas de coupable à ton départ. Et donc, personne ne t'a trahi dans ton choix de vie ou de non-vie. Mais ce qui se passe, c'est que cet enfant qui porte cette blessure de trahison, l'enfant qui vient après et qui lui est bien vivant, en fait, lui, va faire éponge avec cette blessure de trahison. Il va se dire, oui, mais moi, la vie m'a tout offert, j'ai été élevé, éduqué par mes parents, tout s'est bien passé, mais je me sens trahi moi-même dans ma vie. En fait, du coup, ce que je dis à la personne, c'est que ça ne t'appartient pas. C'est pas toi-même qui t'es senti trahi, c'est la vie qui a quitté l'autre avant, et tu portes ça, cette loyauté vis-à-vis de l'autre. Et donc là, c'est pareil, on peut très bien libérer la personne de ça. Et donc, très souvent, on va trouver ce rapport de trahison, c'est un rapport à la mort. Parce que la mort, c'est comme si c'était irrémédiable, on ne pouvait pas lutter contre, et donc il y a ce sentiment d'inutilité, mais d'impuissance face à la mort, et c'est j'avais tous mes espoirs, j'avais construit quelque chose, et d'un seul coup, du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Et donc en exemple, vous avez des personnes qui, par exemple, vivent en couple depuis plusieurs années, et puis le conjoint ou la conjointe vient à vivre une relation adultère et puis lui dit, écoute, soit lui dit pas, mais je t'ai trompé, ou bien on va se quitter parce que j'ai trouvé quelqu'un d'autre pour des raisons X ou Y. Et là, la personne va se sentir trahie parce qu'elle se dit, oui, mais moi,
J'avais tout misé sur notre relation. Je m'étais projeté. J'ambitionnais des choses sur notre relation. Et là, par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu fais, à ce que tu me fais subir, eh bien, en fait, tout est brisé, tout est cassé. Et si vous voulez, le sentiment de trahison, c'est je m'étais investi, j'avais commencé ou j'avais réalisé des choses, j'avais construit une maison, je t'avais fait des enfants, on s'était mariés, j'avais accepté certaines choses que je ne voulais pas, je m'étais sacrifié pour toi. Et là, du jour au lendemain, tout s'écroule, tout s'effondre. Eh bien, la personne se sent trahie parce qu'en effet, elle s'était investie dans la relation ou dans ses choix de vie avec l'autre. Mais très souvent, pourquoi est-ce qu'une personne va se sacrifier pour l'autre? Pourquoi est-ce qu'une personne ne va pas réussir à s'affirmer? Si vous m'avez suivi depuis le début, eh bien vous l'avez compris, c'est qu'elle a certainement d'autres blessures sous-jacentes qui vont mener tout simplement à se sentir trahi à un moment ou à un autre. Et très souvent, la vie nous apporte ce que nous vibrons. Et à ce moment-là, c'est certainement qu'elle se sera sentie trahie à une époque dans sa jeunesse, ce qui fait que la vie va lui faire remonter ça face à elle. Et donc, c'est ce qui ne s'exprime pas s'imprime. C'est-à-dire que ce que tu n'auras pas réussi à exprimer comme souffrance, comme douleur quand tu étais enfant, c'est imprimé au niveau de ton inconscient et même au niveau de ton corps, eh bien, ça va ressortir. Et il y a une expression qui dit ça, c'est Carl Gustav Jung, c'est « ce qui ne parvient pas à notre conscience nous revient sous forme de destin ». Et donc, il n'y aura pas de hasard à ce que la personne, en effet, dans sa vie de couple, elle va se sentir trahie. Mais vous avez des personnes qui se sentent trahies, elles vont dire, je suis parent de tel enfant, je lui ai tout fait, je lui ai tout servi sur un plat, je lui ai donné beaucoup d'amour, je lui ai payé ses études, je lui ai payé ses loisirs, je lui ai tout payé. Et mon enfant, en fait, me fait un bras d'honneur, il m'a dit, non, ciao, bye, je veux plus de toi et je t'exclus de ma vie. C'est pareil, le parent peut se sentir trahi par son enfant, alors qu'en fait, il va se dire, mais moi, j'ai tout fait pour toi, et aujourd'hui, je me sens trahi, donc ça va entraîner de la colère. Ça peut entraîner un état dépressif. La dépression, c'est en rapport avec une perte de territoire. Ça peut entraîner tout un tas de contrariétés qui font que la personne, en plus de la colère, elle va, une fois de plus, se sentir dévalorisée, parce que son inconscient se dit, qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai manqué, qu'est-ce que j'aurais dû faire de plus? Alors qu'en fait, quelque part, elle en a fait de trop. Mais c'est comme ça. Donc je voulais aussi vous parler d'autres blessures en fait qui existent, qui sont pas forcément répertoriées, dans le sens où ce sont aussi des blessures profondes qui vont programmer notre inconscient. Et la première dont je voudrais vous parler, en fait, c'est un sentiment de non-existence qui va venir s'additionner éventuellement aux autres blessures, c'est pas un problème. Alors la blessure de non-existence, c'est quoi? En fait, c'est une culpabilité d'exister. On pourrait très bien l'appeler la blessure de culpabilité d'exister. Et si vous m'avez suivi depuis le début, eh bien c'est pareil. C'est une blessure qui peut très bien se programmer dès le plus jeune âge dans le ventre de maman. S'il y a eu un jumeau perdu, s'il y a eu un défunt avant, ou s'il y a eu un enfant décédé chez les frères et sœurs, mais pas forcément juste avant, mais plusieurs enfants avant. Pourquoi ? Eh bien là, c'est tout simplement parce que l'enfant, quand il arrive dans le ventre de maman, il perçoit plein de choses, et notamment il va percevoir le fait que maman, à un moment, a perdu un enfant, porté un enfant, et en fait, lui, il se dit, c'est toujours inconscient, et c'est en rapport avec sa sensibilité, moi je suis là, je suis vivant, mais je ne le mérite pas. Quelque part, je n'ai pas le droit d'exister. Et ce sentiment de non-existence, de culpabilité d'exister, là aussi, on va retrouver chez la personne des difficultés à s'affirmer, difficultés à avoir confiance en soi. Et en fait, ce sont des personnes qui souvent vont devoir en faire de trop pour exister aux yeux des autres. C'est-à-dire qu'ils vont avoir ce besoin d'exister à 200% pour se prouver eux-mêmes inconsciemment qu'ils existent. Mais c'est épuisant en fait. Et donc vous avez plein de personnes qui font des burn-out, parce qu'elles vont dire, moi je suis embauché aux 35 heures, mais c'est pas grave, je fais 40-45 heures, je suis pas payé, et c'est pas grave. Vous voyez, elles vont presque se sacrifier pour les autres. Et après elles vont leur reprocher aux autres aussi, du coup, de les exploiter. Mais le problème, c'est pas forcément les autres, c'est pourquoi toi tu as ce comportement-là, pourquoi tu ne te respectes pas toi-même dans ton rythme de vie et dans tes choix. Ce sont des questions à se poser.
Et donc la personne, si vous voulez, eh bien, en effet, à cause de cette blessure d'inexistence, eh bien, cette culpabilité d'exister, hein, les deux vont vraiment ensemble, eh bien en fait la personne, si vous voulez, elle va avoir d'énormes difficultés à s'insérer dans la société, à se faire respecter. Ça va être des gens qui vont être sous-payés. Et quand on en a des personnes comme ça qui se mettent à leur compte, et ça j'en ai eu quelques-uns, quelques-unes, cette culpabilité d'exister inconsciente va les empêcher de se faire payer à leur juste valeur, tant au tarif horaire qu'au nombre d'heures travaillées. Ce sont des gens qui vont avoir du mal à se positionner, ce sont des personnes qui vont avoir des difficultés, si vous voulez, à se dire, oui, mais peut-être que je ne vaux pas tant que ça, en fait. Non, mais oui, je travaille bien, mais je ne mérite pas, vous voyez, je ne mérite pas d'être payé autant, je ne mérite pas d'être congratulé, d'être félicité. Et donc, en fait, elles vont vraiment vivre en permanence leur dévalorisation à cause de ça. Et bien là, c'est pareil. On va pouvoir employer la machine à remonter le temps que sont les constellations familiales et systémiques et aller chercher à quel moment, en fait, dans sa vie in utero ou après, cette personne peut avoir cette blessure d'inexistence ou culpabilité d'exister. C'est-à-dire, pourquoi moi j'ai le droit de, alors que l'autre n'a pas réussi, n'a pas le droit ou est parti. Là, c'est pareil, il peut y avoir un rapport avec la mort de l'autre personne qui vient entraîner ça. Vous avez la blessure d'impuissance. Donc ça, c'est pareil, c'est une blessure, comme je vous le disais tout à l'heure, qui peut entraîner des colères, puisque ça va souvent, elle va être associée à l'injustice. Mais l'impuissance, ça va être souvent des enfants qui voudraient aider, accompagner d'autres enfants, mais qui se sentent impuissants. C'est-à-dire que c'est comme si l'enfant était spectateur d'une scène, spectateur de quelque chose auquel il assiste, mais où il voudrait, si vous voulez, aider, sauver, éviter à l'autre d'eux. Mais en fait, ça va entraîner de l'impuissance, un profond sentiment d'impuissance chez lui. Et ce sont des personnes qui soit vont se dévaloriser en permanence, parce qu'en fait, elles se disent « non, mais moi, j'y arriverai pas, je suis nul, etc. » Sentiment d'impuissance inconscient, ça vient juste faire référence à ça. Ou ce sont des personnes qui, au contraire, inconsciemment, vont essayer de se prouver qu'elles sont très puissantes, qu'elles ont de la puissance. Et là, elles vont être dans l'excès. Donc, ça qui est intéressant, c'est qu'au niveau de notre inconscient, à blessure équivalente, à sentiment équivalent inconscient, à contrariété équivalente, on peut avoir des comportements complètement opposés. Mais c'est une sorte d'adaptation que notre inconscient, notre cerveau va nous imposer. Je vous dis, c'est hyper intéressant parce que quand moi je tombe là-dessus en séance, en fait, je développe auprès de la personne, je lui dis, tiens, est-ce que tu es pas comme ci, comme ça? Ou est-ce que dans telle situation, tu n'as pas plutôt tendance à faire comme ci, comme ça? Et la personne va me dire, oui, en effet, j'ai ce comportement-là. Je lui dis, ça tombe bien, tu vois, en te libérant de cette blessure d'impuissance, eh bien en fait, on va te permettre on va te permettre de lâcher prise, d'arrêter d'en faire de trop, et au contraire, en te revalorisant, eh bien en fait, tu vas être dans le juste équilibre de ce que tu dois faire et pour toi et pour les autres. Vous voyez, c'est hyper intéressant. Il y a la blessure d'incompréhension. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui ne se sera pas senti compris ou comprise. Et ça, en fait, c'est hyper vexant pour l'enfant parce que intellectuellement, il se dit à quoi ça sert que je m'exprime? À quoi ça sert que je dise? À quoi ça sert que je crée? Puisque mon entourage, et souvent les parents, ne m'ont pas compris, ne m'ont pas comprise à ce moment-là. Et donc, ça vient vraiment vexer l'enfant, ça crée un programme inconscient de je ne suis pas capable, donc avec les dévalorisations qui vont avec, puisque en fait, si vous voulez, c'est comme si l'enfant avait perçu comme quoi on ne le comprenait pas, parce qu'il, pour des raisons X ou Y, alors ça peut être dû au fait qu'à ce moment-là, il avait un petit retard dans l'expression de lui-même, ou bien il avait des perceptions que les autres n'avaient pas, et il essayait d'exprimer ce qu'il percevait, ce qu'il voyait, et les autres ne le comprenaient pas. Le traitaient de débile, le traitaient de foufou, ou se moquaient de lui. Ou bien très bien, ou autrement, pouvait très bien le mettre de côté. En fait, c'est juste que cet enfant pouvait très bien être hypersensible, et s'est senti rejeté, injustice, abandon, humiliation, trahison, et sentiment d'impuissance. Et c'est ce sentiment impuissant, mais ce sentiment d'incompréhension. Et donc c'est pareil, ça peut vous faire des personnes en fait qui quelque part peuvent être irritables, peuvent être très susceptibles, parce que
très facilement, si quelqu'un leur dit ou leur laisse sous-entendre que je n'ai pas compris ce que tu m'as dit ou ce que tu veux exprimer, la personne va s'emporter et va se mettre en colère. Ou bien au contraire, phénomène opposé, va être effacée et ne va plus oser s'exprimer, de peur de ne pas être comprise. Ben là, c'est pareil en fait. Si la personne se libère de cette blessure d'incompréhension, c'est vraiment une renaissance pour elle. C'est vraiment, du coup, je peux m'exprimer, mais ça vient chercher la personne dans sa créativité. Mais créativité, c'est se créer soi-même et créer sous une forme d'expansion. J'existe, je suis là et je prends ma place. Et des fois, vous avez des personnes qui viennent me consulter, tout simplement parce qu'elles ont cette blessure d'incompréhension qu'elles ont vécue quand elles étaient plus jeunes. Et c'est uniquement ça qui les empêche de prendre leur place aujourd'hui, parce qu'elles avaient cette peur inconsciente de ne pas être comprises. Et donc, si je m'exprime, je vais être moqué, je ne vais pas pouvoir prendre ma place là, et donc je préfère me recroqueviller. Autre blessure dont je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure avec la blessure d'abandon, c'est la blessure de vide. Alors ça, c'est hyper intéressant. Quelqu'un qui aura ressenti le vide de manière réelle, virtuelle, symbolique ou imaginaire, donc quand c'est le jumeau perdu qui part, c'est un ressenti émotionnel, mais la personne n'est pas suspendue par les pieds dans le vide, c'est pas un vide réel, c'est un vide émotionnel, c'est virtuel et symbolique. Et si vous avez un enfant qui a ressenti en effet du vide, mais réellement, vous savez, des fois, il y a les parents qui mettent leur enfant en l'air comme ça, ou qui le font sauter, ou qui vont le mettre sur leurs épaules. C'est-à-dire que l'enfant, en fait, lui, imaginez on va dire que ses yeux sont à 50 cm du sol quand il est vraiment tout petit, voire à 1 mètre du sol quand il est plus grand, on est d'accord, mais il a les pieds sur terre, et en effet, il est bien posé sur terre. Mais il peut très bien ressentir physiquement une vraie blessure de vide. Et là, c'est de l'effroi, c'est de l'étonnement. Pardon, c'est de l'étonnement. Alors moi, je l'avais, alors c'est peut-être ça que ça vient chercher, je sais pas. Peur du vide, hein. Ça m'a pas empêché de faire du parapente et de l'escalade, mais c'est différent. Mais donc, cette peur du vide, si vous voulez, va entraîner chez l'enfant, du coup, l'obligation de créer le plein. Et c'est de créer le plein autour de lui, autour d'elle, à l'âge adulte. Et donc, créer le plein, je le fais comment ? Eh bien, vous avez des personnes qui, lorsque vous êtes chez elles, il n'y a pas un mur où il n'y a pas un tableau, un bibelot, quelque chose qui va être collé, le mur ne peut pas être vide. Vous avez des buffets, vous avez des meubles, des armoires, des étagères, en fait, tout est rempli. Vous avez des personnes, en fait, dans leur cuisine. Alors, si jamais ça s'additionne à la peur de manquer, là, c'est encore pire. C'est-à-dire que le frigo ne peut pas être vide, il est forcément plein. Les placards sont forcément pleins. En fait, un placard vide, c'est pas possible. Si c'est pour la personne, si c'est pour la famille, non, ça sera forcément plein. Je sais que des fois, ça m'est arrivé, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, oui, moi, si j'ai pas 3 kilos de farine en stock, ça va pas. Je lui dis, ouais, il y a une peur de vide, une peur de manquer. On va aller chercher ça. Et là, c'est pareil. Si une personne se met à son compte en tant que travailleur ou travailleuse indépendante, et qu'elle a ces blessures-là, je peux vous dire que ça peut faire vraiment beaucoup de dégâts. Parce que les personnes qui sont à leur compte, si elles ont cette peur du vide, ce qu'il faut vous dire, c'est que tant qu'il y a de l'activité, ça va. Le jour où il n'y a plus d'activité, c'est une vraie catastrophe. Parce qu'il y a du vide, elles sont confrontées à du vide. Et je connais une personne qui a fini en hôpital psychiatrique, parce que du jour au lendemain, au moment du Covid, ça a été le vide total dans son activité. Et la personne ne l'a pas supporté. Donc on peut très bien avoir des comportements complètement irrationnels et exagérés à cause de ces blessures-là. Et vous voyez, la peur du vide, ça entraîne aussi chez certaines personnes, et pour ne pas dire chez toutes, un besoin de contrôler. Elles ne supportent pas le vide, donc elles se disent, tant que j'ai la main dessus, tant que c'est moi qui contrôle, tant que je sais ce qui doit se faire, puisque c'est moi qui ai décidé, je ne suis pas confronté au vide. Et donc vous avez des personnes qui des fois ne vont pas tolérer, accepter de partir, de lâcher prise et de se dire je me fais confiance ou je vous fais confiance, tous les feux sont ouverts, on y va même si je ne sais pas ce qu'on va faire ni où est-ce qu'on va aller. Là les personnes ça les met vraiment dans un profond stress. Et j'ai eu l'exemple l'autre jour en constellation en groupe
où je lui dis, un monsieur qui était là, je lui dis, toi, tu vois, là, en fait, ça te fait du bien, on forme un cercle dans le groupe qu'on est, où chaque personne est à sa place, tout est bien répertorié. Il me dit, ah oui, moi, ça me plaît. Mais je lui dis, imaginons, toutes les personnes là qui sont assises, on se répartit dans la salle, il y en a qui tournent le dos, il y en a qui sont face, il y en a qui sont assises, il y en a qui sont debout, comment tu vas réagir? Il me dit, bah oui, non, ça pour moi, ça va être insupportable. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir contrôler, maîtriser son environnement. Donc la personne, si elle le souhaite évidemment, hein, si ça ne la contrarie pas plus que ça, elle fait rien. Mais si elle se dit, bah ouais, je voudrais vraiment lâcher prise et me foutre la paix avec ça, eh bien c'est de travailler sur sa peur du vide. Et ce qui fait qu'après, la peur du vide, elle va accepter, si vous voulez, de ne rien contrôler, de ne rien maîtriser, et elle ne sera pas en surstress. Elle ne se sentira pas contrariée parce que les éléments sont flottants et les éléments se mettent où ils veulent et comme ils veulent. Vous voyez, ça va entraîner chez elle beaucoup plus de lâcher prise et beaucoup, c'est pas beaucoup, c'est un besoin amoindri de contrôler, de maîtriser les choses. Et quand je dis maîtriser les choses, c'est aussi maîtriser son environnement, ça va être ses enfants, son mari ou sa femme. Vous avez des gens qui peuvent paraître très maniaques parce qu'en effet, ils ne tolèrent pas qu'il y ait quelque chose de travers. Eh bien, peut-être que ça va venir chercher leur blessure, leur peur du vide inconsciente. Une dernière blessure, eh bien, ça va être la blessure d'insécurité. Et là, c'est pareil, vous avez beaucoup d'enfants qui, à un moment dans leur vie, se sont sentis en insécurité. Alors, soit parce que ces enfants se sont fait agresser verbalement, physiquement par un adulte ou par un autre enfant, mais ça, on va le retrouver aussi chez des enfants, si vous voulez, qui auront vécu des situations où l'insécurité, c'est « je n'ai plus personne pour me protéger ». Et à quel moment est-ce qu'un enfant peut se ressentir cette notion de « je n'ai plus l'adulte, le parent pour me protéger ». Eh bien, ça peut venir si l'enfant se sent trahi par l'adulte ou le parent. Et malheureusement, on va retrouver cette notion d'insécurité chez les personnes, chez les enfants qui ont été abusés. C'est-à-dire que l'enfant est abusé sur plusieurs plans. Il est abusé évidemment physiquement, mais il va se sentir aussi abusé dans le sens où je faisais confiance à l'adulte, je faisais confiance aux parents, et en fait, il m'a trahi. Et là, je me sens en insécurité totale parce que cet adulte qui m'a fait du mal était censé me protéger, mais là, maintenant, il n'est plus là pour me protéger de toute évidence, il ne me protège pas, il me fait du mal, et donc je me sens en totale insécurité. Et donc ça peut faire beaucoup de dégâts à l'âge adulte. Déjà à l'âge enfant, ça en fait, mais à l'âge adulte aussi, parce que cette notion d'insécurité, ça peut entraîner des personnes qui vont être anxieuses, qui peuvent être très facilement stressées dès qu'il y a quelque chose dans leur environnement qui les insécurise, et en fait ça entraîne une très forte sensibilité à l'insécurité. Si la personne se dit « est-ce que j'ai bien fermé ma porte d'entrée ?» Insécurité, elle va aller vérifier, et la porte d'entrée était fermée. Mais vous voyez, ça peut entraîner des doutes, ça peut presque entraîner des tics, des tocs, je veux dire, plutôt chez la personne, c'est-à-dire une obligation de refermer, de vérifier 3 fois si la fenêtre est bien fermée. Et donc, ce sont des personnes qui sont presque, des fois j'en ai qui arrivent, je leur dis, mais c'est comme si tu étais sur le qui-vive, tu es sur le qui-vive en permanence. Et la personne me dit, oui, c'est ça. Et ce qui lui plaît à la personne, c'est qu'elle se dit, enfin, quelqu'un qui comprend ce que je vis, c'est-à-dire que mon système nerveux est en permanence sur le qui-vive. Et donc je peux vous dire qu'au niveau du taux de cortisol, ce sont souvent des personnes qui en ont un niveau élevé, parce que inconsciemment, même si elles sont en sécurité chez elles, tout est fermé, tout va bien, c'est chaud, voilà, tout le monde est là, elles ont un taux de cortisol hyper élevé parce qu'elles se sentent en permanence inconsciemment en insécurité. Donc c'est hyper important d'aller chercher et de déprogrammer cette origine inconsciente d'insécurité, parce que le fait de produire trop de cortisol, ça peut entraîner des troubles du sommeil, des troubles digestifs, ça peut entraîner en fait ce qu'on appelle un stress oxydatif, et quelque part au niveau de leur santé, eh bien, ça peut entraîner ou favoriser tout un tas de pathologies. Donc la blessure d'insécurité, c'est presque une des blessures à prioriser, puisqu'on va la retrouver dans la blessure d'abandon, blessure d'injustice. Je ressens de l'injustice parce que le parent, l'adulte m'a trompé, a abusé de moi, m'a trompé. Injustice, donc insécurité. L'humiliation, c'est pareil. Le rejet, c'est pareil. Une personne qui se sent rejetée, exclue d'un groupe,
En fait, dans l'inconscient collectif des humains, des mammifères, si vous mettez un bébé animal mammifère qui est séparé de sa maman, qui est séparé du groupe, inconsciemment, l'individu sait que ses jours, ses heures sont comptés et qu'en fait c'est la mort qui est au bout. Hein, c'est pour ça qu'on est ce qu'on appelle des personnes, des individus grégaires, puisqu'on a besoin de vivre en société, parce que dans l'inconscient collectif, on sait qu'à plusieurs, on va plus facilement assurer notre sécurité. Individuellement, ça va être plus compliqué. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin aujourd'hui, je peux vivre seul, je suis pas en insécurité. Je vais te dire oui, évidemment, mais dans l'esprit de certaines personnes, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et dans la nature, les mammifères, d'une manière générale, souvent, si on prend des chevreuils, des daims, vous avez un mâle solitaire, parce que lui, il est dans sa force, c'est un combatif, et il y a une notion d'agressivité avec la testostérone. Mais par contre, les femelles, généralement, soit elles sont avec leurs petits, ou elles sont à plusieurs, ou elles sont accompagnées d'un mâle. Mais dans la nature, les individus qui vivent de manière solitaire sont en minorité. La majorité va vivre en groupe. Tout simplement parce que, je vous le répète, si je suis abandonné, si je suis resté, si je me retrouve seul, je suis en insécurité totale parce que je sais que mon espérance de vie va être limitée. Ça, c'est dans l'inconscient collectif et on ne peut pas y déroger. Alors voilà, ce que je voulais vous dire vraiment, c'est vous transmettre, hein, c'est des réflexions que peut-être vous pouvez vous faire à vous-même et vous dire, oui, c'est vrai que des fois, je suis dans des comportements excessifs. Alors si vous en avez qui vous parlent, vous pouvez très bien les laisser en commentaire et puis partager ça. Hein. Peut-être qu'il y en a certaines personnes parmi vous qui ont fait un travail sur elles-mêmes et qui vont me dire, oui, moi j'étais hyper colérique, en effet, je percevais de l'injustice, surtout chez les autres, très facilement, moi ça allait, mais j'étais chef d'équipe, j'ai été chef d'équipe aussi dans le sport, et en effet, dès que l'arbitre il sifflait un truc, pour moi c'était pas juste, etc., et je m'en suis pris à des gens alors qu'ils ne le méritaient pas, et c'est surtout que les situations ne méritaient pas que je m'emporte autant. Voilà, mais n'hésitez pas à le partager en commentaire. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ces différentes blessures, eh bien en fait, peuvent entraîner des mécanismes d'auto-sabotage. Pourquoi ? Parce que comme ça vient chercher la valeur de la personne vraiment dans ses profondeurs. Une personne qui se sent dévalorisée va se sentir coupable aussi. Très souvent, les culpabilités et dévalorisation, ça va vraiment bien ensemble, ça se marie très très bien, je peux vous le dire. C'est généralement l'une ne va pas sans l'autre. Et donc la personne, eh bien en fait, se dit, comme moi, je ne vaux pas la peine, je ne vaux rien. À quoi ça sert que je réussisse ? À quoi ça sert que j'arrive à passer mon examen ? Puisque je ne vaux rien, que je suis nul ou un nul. Et donc là c'est pareil, s'il y en a parmi vous qui sont à leur compte, réfléchissez à des mécanismes d'auto-sabotage. Parce que ça c'est pareil, j'en ai plusieurs qui sont venus me consulter. Il y a un frein à la réussite, en effet, je m'auto-sabote, je me mets des bâtons dans les roues toute seule ou tout seul, et ça depuis très longtemps, c'est-à-dire je ne m'autorise pas la réussite, et je dois forcément, parce que je manque de valeur vis-à-vis de moi-même, eh bien je dois m'auto-saboter. Et ça peut aussi rendre compliqué pour certaines personnes le fait de faire des bons choix, de trouver la bonne voie. C'est-à-dire que si la personne n'a pas suffisamment de valeur pour elle, l'incidence c'est je suis incapable de prendre la bonne décision pour moi, de faire le bon choix pour moi ou de suivre la bonne voie pour moi. Quelqu'un qui aurait une belle valeur d'elle-même, qui se dirait, oui, moi j'ai de la valeur, je n'ai plus à me justifier, je n'ai plus à chercher à me faire respecter ou à chercher à me faire reconnaître, puisque je suis moi et c'est aux autres de m'accepter tel que je suis, c'est aux autres de m'accepter, de me reconnaître, je n'ai plus besoin d'être valorisé. Eh bien la personne en fait ne va pas fausser ses choix, puisqu'elle va faire ses choix en âme et conscience pour elle ou pour les autres, pour le groupe, mais sans que ce soit dicté par ses blessures et ses dévalorisations. Donc ça peut venir entraîner de l'auto-dévalorisation, cet auto-sabotage. C'est-à-dire que la personne n'a même pas besoin que les gens extérieurs la dévalorisent ou lui disent non, c'est pas bien ce que tu as fait ou tu aurais pu faire mieux que ça. Elle n'a même pas besoin de ça, c'est elle-même qui va se le faire. Et donc on peut avoir des personnes du coup qui vont être dans un perfectionnisme excessif,
Tout simplement parce qu'elles manquent elles-mêmes de valeur. Alors que la petite chose qu'elles ont pu faire, peut-être que ça a déjà énormément de valeur et ça suffit. Mais ce sont des personnes qui peuvent se mettre une pression excessive dans pas mal de domaines de leur vie. Et qui dit pression, dit surstress, et au bout d'un moment, ça dit burn-out. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire les choses de manière qualitative, c'est pas ça. Mais c'est toujours les excès qui sont vicieux. C'est-à-dire que ce ne sont pas des cercles vertueux, ce sont des cercles vicieux. C'est contre-productif. Donc c'est intéressant d'aller réfléchir, de s'amener à se poser des bonnes questions et de se dire, est-ce que je veux continuer sur ce fonctionnement-là, avec ce fonctionnement-là, ou est-ce que je suis d'accord pour changer et me remettre en question et me dire, non, j'ai plus besoin de me prendre la tête, je peux lâcher prise et je ferai les choses aussi bien en mettant plus de légèreté, en mettant peut-être aussi plus de bonne humeur, plus de gaieté, plus de joie dans ce que je fais, plutôt que d'avoir des œillères et d'être obstiné, et de me forcer et de passer des heures et des heures, beaucoup de fatigue, beaucoup de pression et beaucoup de tension. Tout ce que je vous ai dit là, en fait, ces différentes blessures, en fait, ça vient aussi chercher la confiance en soi, dans le sens que ça, c'est un sujet récurrent chez tout le monde, on va dire. Qui a une confiance absolue en lui-même ou en elle-même? J'en connais pas, en fait. Même une personne qui vous montrerait comme quoi vous dites, mais l'autre, il a une confiance en lui, une confiance en elle, je sais pas comment il fait ou elle fait, mais c'est énorme. Non, dites-vous bien que la personne est loin d'être parfaite. Peut-être qu'elle a confiance en elle là devant vous, comme moi je le suis là, mais c'est pas pour ça que je suis la personne qui a le plus de confiance en elle sur Terre et qui, à aucun moment de ma vie, je doute de moi. Bien au contraire. C'est important de pouvoir douter à certains moments, mais que ça ne devienne pas pathologique, que ça ne devienne pas trop récurrent, et en tout cas omniprésent, parce que ça va vraiment empêcher la personne d'avancer. Et pour finir, en fait, en plus de la confiance en soi, ça vient chercher la notion de prendre sa place et l'affirmation de soi. Et ça, ce sont deux gros sujets qui sont qui apparaissent à chaque fois, c'est-à-dire que les personnes, vous, moi et d'autres personnes, en fait, est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi? Est-ce que je me sens suffisamment valorisé pour prendre ma place et m'affirmer? C'est ça qui est intéressant, c'est que l'affirmation de soi, c'est hyper important. C'est-à-dire que ça peut être toujours pareil, milieu professionnel, milieu sportif, un hobby, dans le jeu, si vous faites des jeux, milieu familial. L'affirmation de soi, c'est de pouvoir poser le cadre et de pouvoir dire stop quand il faut dire stop. Évidemment, de dire oui quand il faut dire oui, mais c'est de pouvoir vous dire non, toi, c'est bon, j'en ai suffisamment entendu, j'en ai marre de t'écouter, je ne vais plus t'écouter. Je vais me respecter et soit je le dis à la personne, soit je m'extrais de ça, mais c'est pas moi qui me fais exclure ou rejeter, c'est moi qui décide mais parce que je vais trouver un meilleur équilibre en appartenant à un autre groupe ou en m'extrayant je parle de groupe souvent ou de relations que vous pouvez avoir avec d'autres personnes. Mais du coup, c'est votre propre choix. Et donc, du coup, vous ne restez pas avec des personnes qui ne vous respecteront pas. Vous pourrez vous affirmer, vous dire, j'ai certainement autre chose de mieux à faire et des personnes meilleures à côtoyer et qui vont m'élever et me permettre d'avancer dans ma vie plutôt que toi qui étais là, soit tu te mets toujours en position de victime, de bourreau, mais rarement en position de sauveur. Donc là, je fais référence au triangle de Cartman, où dans les relations interpersonnelles, en fait, vous avez des personnes qui se prennent toujours pour les sauveurs vis-à-vis des autres, mais en fait, c'est juste qu'elles ne se respectent pas et qu'elles viennent chercher à se remplir, à se nourrir un vide ou une blessure, vous voyez, à cautériser leurs propres blessures qu'elles ont au fond d'elles. Ça, en fait, on peut aussi rétablir le déséquilibre qu'il y a par rapport à ça. Donc, il y avait le chat. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc moi, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Vous avez mon actualité sur mon site internet, c'est boostez-vous.fr. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à poser une question. J'essaierai d'y répondre assez rapidement.